Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Bismart, le rendez-vous emploi RH de Bismart. Ravi d'être avec vous, émission en direct du lundi au vendredi, débat, analyse et expertise avec vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on va essayer d'y voir un peu plus clair sur cet index d'égalité homme-femme, femme-homme. Il a été mis en place, les entreprises ont été un peu débordées, il faut bien le dire. On va en parler dans quelques instants avec un expert comptable spécialiste des questions RH. Smart et réglo, focus juridique. Comment bien négocier son contrat lorsqu'on quitte un poste et qu'on en prend un autre? C'est un moment souvent important dans une carrière. C'est un moment de transition à ne pas rater. On fera un éclairage avec une avocate dans quelques instants. La pause café et le changement d'heure. Alors ça, c'est typiquement un sujet de pause café, de machine à café. C'est vrai qu'il y a moins de pauses à la machine, mais souvent on se plaint, ça nous fatigue, ça nous épuise ce changement d'heure. Fanny Griesmer nous en parle dans quelques instants. Le cercle RH chaque vendredi avec nos experts, les experts de Bismart. Le plan de vaccination, les cafouillages, les coups de com', les petites phrases du président Macron, c'était hier soir vers 22h30, assez étrange. On fera le point évidemment sur cette situation vaccinale et sur la situation de l'emploi évidemment parce que les salariés sont en première ligne. Et puis le livre de Smart Job, chaque vendredi, on va parler de ceux qui sont multipotentiels, voilà, ceux qui multifonctions, ils ont un mal fou à trouver leur place dans l'entreprise. Et il y a un livre qui sort, voilà, comment trouver sa place quand on ne rentre dans aucune case, écrit par Sonia Valente aux éditions Erol. Elle sera là en direct avec nous à la fin de notre émission. Voilà le programme, il est riche. Tout de suite, bien dans son job, l'index égalité homme-femme. Oui, il faut en parler. Bien dans son job, l'égalité, l'index d'égalité femmes-hommes. Alors on parle beaucoup de cette question d'égalité homme-femme. Il y a donc un index et on va en parler. Qu'est-ce que c'est que cet index? Comment il fonctionne? Est-ce que c'était compliqué pour les entreprises? Jean-Marc Morel, merci d'être avec nous. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes expert comptable associé au cabinet RSM, un très gros cabinet d'expertise comptable. 1200 collaborateurs? Oui, en France, oui. 1200 collaborateurs en France. Vous avez été ancien vice-président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables parce que votre bassin, c'est la région Rhône-Alpes, la montagne, entre autres. D'abord, commençons par le début. Il y a eu une obligation de rendre ce fameux index. Les entreprises ont dû rendre cet index d'égalité homme-femme. Ça vient d'où? Il naît où cet index? Alors cet index, en fait, c'est une longue histoire, puisque ça découle directement de toute la problématique de discrimination. Il y a dans le Code du travail, et depuis longtemps, des règles comme quoi on ne peut pas discriminer les salariés, et en particulier en fonction du sexe. Par rapport à ça, il y a eu un certain nombre de choses qui sont parues au fur et à mesure, et en particulier en 2014, 2017, où il y a eu des éléments qui sont parus avec des accords qui doivent être faits, qui doivent être montés pour pouvoir respecter cette égalité. Les résultats n'étaient pas forcément là. Ça n'a pas trop marché. Ça n'a pas trop marché. C'est ça. Et donc, du coup, le législateur a dit on va mettre un index, comme ça au moins on aura un calcul, on aura un chiffre, on saura si on est bon ou si on n'est pas bon, et si l'égalité est respectée ou pas. Pour le dire simplement, on va y revenir, mais il y a plusieurs niveaux d'égalité. Il y a l'égalité numérique, mais il y a aussi l'égalité des traitements, parce qu'il y a toujours un écart de 24%, c'est un chiffre qui revient régulièrement. Commençons par cet index. Il est donc rendu obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Plus de 50 salariés, tout à fait. Les experts comptables en première ligne ont dit, on tirait la sonnette. Attention, il va falloir créer l'outil pour y voir clair. Comment ça s'est passé pour vous sur le terrain, ça? En fait, toute la problématique que l'on a eue, c'est que donc l'index, c'est 5 calculs, et pour les entreprises de 50 à 250, c'est 4 calculs, c'est 4 indicateurs. Donc on peut se dire que c'est relativement simple, surtout quand on les regarde, ces 4 indicateurs, ou ces 5 indicateurs si on est plus de 250 salariés. On compare les rémunérations, on compare les augmentations, on regarde dans les 10 personnes les mieux rémunérées qui est la proportion entre hommes et femmes. Ça paraît logique. La seule chose, c'est que maintenant, quand on descend d'un cran, on va le faire par tranche d'âge, on va le faire par catégorie socio-professionnelle. Une entreprise qui a beaucoup de cadres et qui a quelques non-cadres, il est normal, si jamais, alors quelle que soit la représentativité d'ailleurs entre les femmes et les hommes dans les différentes catégories, qu'on n'ait pas les mêmes rémunérations entre, ce qui est normal, entre les ingénieurs par exemple et qui peuvent être des femmes. En revanche, on va observer les rémunérations entre un ingénieur et une ingénieure. Tout à fait, et c'est l'objectif de l'index. Donc cet index a été rendu obligatoire, il a été remis. Alors d'abord, on le remet à qui on le rend cet index? Alors en fait, on le déclare, il y a un site, il y a EGAPRO, et on rentre les différents éléments
qui permettent de déclarer cet index. Alors, on déclare cet index, ensuite il passe dans la tuyauterie administrative, il est reçu par cette institution. Qu'est-ce qu'elle en fait? Et ensuite, quel est le pouvoir, entre guillemets, coercitif pour une entreprise qui serait un très mauvais élève? D'abord, quel est le barème fixé pour dire, et pour communiquer d'ailleurs, je suis un bon élève, je suis un mauvais élève, je vais progresser? Comment on fait? Alors, en fait, il y a un chiffre, 75. 75%, je suis en dessous, je ne suis pas bon, je suis au-dessus, je suis bon. C'est ça. C'est le problème de ces indicateurs, c'est que ça tranche. Et d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on s'aperçoit que dans les cas pratiques, on peut avoir des variations d'une année sur l'autre juste avec un changement de salarié qui change de catégorie. Je parle pour une entreprise de 50 à 100, 150 salariés. Un ou deux salariés fait basculer un pourcentage, bien sûr. Je l'ai vécu, on en a fait pas mal de calculs et on l'a vécu sur certaines entités. Donc il y a un simulateur, il y a des chiffres, des données extrêmement concrètes qui seront analysées, j'imagine, par des statisticiens. Et puis il y a quand même des pénalités. C'est-à-dire, au-dessus de 75, tout va bien. En dessous... En dessous de 75, on a 3 ans pour régulariser. Donc on a quand même, c'est pas parce qu'on est au-dessous de 75 qu'on a tout de suite le... Non, ça tombe pas tout de suite. Mais par contre, ça veut dire qu'on n'est pas bon, donc il faut mettre un certain nombre de mesures pour que ça fonctionne. Et si jamais on ne le fait pas, ou si on ne publie pas d'ailleurs, parce que c'est la même sanction, c'est 1% du chiffre d'affaires. Alors, on a le droit, c'est un petit peu comme les comptes, on a le droit de ne pas les publier. Il y a certaines entreprises qui ne dévoilent pas leurs comptes, on paye. On paye. Et 1% de la masse salariale. Je dis 1% du chiffre d'affaires, 1% de la masse salariale. 1% de la masse salariale. Oui, ça représente quand même une somme... Ça peut correspondre à des sommes importantes. Vous qui accompagnez des entreprises, concrètement, c'est-à-dire que vous entendez leurs difficultés. Certaines jouent le jeu parce que dans leur secteur d'activité, il est plus facile de recruter des femmes. Comment se calculent ces indicateurs qui s'emboîtent les uns aux autres? Je prends l'exemple d'une entreprise industrielle, une fonderie, qui globalement va recruter des hommes parce que ces corps de métier sont plutôt des métiers d'hommes, qui vous dit, moi je peux pas. Alors vous dites quoi à ce moment-là? Alors c'est pas qu'on peut pas. Parce qu'en fait, le calcul là-dessus, il est quand même relativement bien fait. C'est-à-dire que si jamais il y a moins de 3 personnes dans une catégorie, on ne calcule pas l'index. D'accord. Ce qui veut dire que si jamais j'ai... alors catégorie, ça va par tranche d'âge. Si jamais j'ai des tranches d'âge sur lesquelles j'ai que des femmes et un homme ou 2 hommes, et bien dans ce cas-là, sur cette catégorie-là, on ne va pas calculer un index. Et on va retenir en fin de compte par tranche uniquement là où on a suffisamment de chiffres pour que ça parle. Quand je dis suffisamment de chiffres, le problème c'est que c'est 3 ou 6 en fonction de l'index. Hein. Mais ça va... si jamais on a 15 hommes d'un côté et 3 femmes de l'autre, ça peut jouer. Double question, c'est important pour les entreprises qui nous regardent. Elles peuvent communiquer sur leurs chiffres? Elles peuvent communiquer, c'est-à-dire bâtir une stratégie de communication marque employeur sur l'idée que regardez le travail que l'on a fait. Alors, pas seulement ça, mais elles ont l'obligation de communiquer leur index sur leur site internet. Obligatoire, ça c'est obligatoire. Transparence. C'est transparence. Mais quand je parlais de communication, c'est de dépenser de l'argent pour dire regardez comme on est un bon élève. Tout à fait. C'est utile. Ça peut être utile. Et ça peut, d'ailleurs, ça fait partie des effets positifs de l'index. Ça veut dire que les entreprises qui réellement jouent le jeu et sont dans une... c'est vrai qu'on tape souvent sur les mauvais élèves, et il y en a. Hein. Attention, parce que quand on regarde, il y a quand même des entreprises sur lesquelles le jeu de l'égalité n'est pas encore là. Et comment vous l'expliquez, vous qui êtes un expert comptable à la tête, enfin en tout cas associé dans un groupe très important? D'ailleurs, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ça se passe bien chez vous? Ça se passe bien. Vous êtes au-dessus de 75? On est au-dessus de Non, mais 75. vous attendiez à la question. Vous dites, mais attendez, je vais quand même vérifier avant de venir. Non, c'est moi qui l'ai calculé en partie, donc non, je sais qu'on a des bons taux, parce que justement, mais il y a toute une politique de recrutement. En fait, c'est ça. Ça part de loin, en fait. Ça part de très loin. C'est que quand on a une entreprise qui est rachetée, par exemple, mais qui a tout un historique, avec, à une époque, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, un patron qui recrutait, et on a encore des collaborateurs qui ont encore cette différence de traitement, d'évolution aussi, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on a eu des entreprises sur lesquelles les évolutions, elles étaient plus sur les hommes que sur les femmes. C'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais qui n'était pas autant d'actualité il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Le chemin qui nous reste à parcourir, 3 ans pour, entre guillemets, régulariser ou faire des efforts, finalement, on revient toujours à cette question, c'est la peur du gendarme et la sanction qui fait avancer l'entreprise, non? J'irai plus loin que ça, parce que c'est vrai qu'il y a la peur de la sanction, mais il y a surtout aussi les réseaux sociaux, les embauches. Aujourd'hui, il y a comme l'entreprise, l'image, la marque employeur. Et aujourd'hui, certaines entreprises ont du mal à recruter. Est-ce que vous croyez qu'une entreprise qui a du mal à recruter, qui en plus de ça affiche un mauvais index, parce que tout va ensemble, hein, une discrimination va avoir des facilités pour recruter? La réponse est non.
Avant de nous quitter, Jean-Marc Morel, il y avait les deux sujets qu'on évoquait. Il y a à la fois le numérique, le nombre de femmes dans une entreprise par catégorie, on l'a compris, c'est calculé par tranche d'âge, c'est assez complexe. Et puis il y a le niveau des rémunérations. Est-ce que sur ce plan-là, on peut encore gagner et trouver ce qu'on appelle l'égalité de rémunération et de traitement? Quand on parle d'égalité, là vous parlez d'hommes et de femmes, on ne parle jamais du nombre d'hommes ou de femmes, sauf pour les 10 personnes les mieux rémunérées. Il n'y a que là-dedans. Le reste, on peut avoir une entreprise, des laboratoires médicaux, on va plutôt avoir des femmes, dans le BTP, on va plutôt avoir des hommes. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, en fonction des secteurs. Donc là, il n'y a pas de problème de ce côté-là. La seule chose qu'il y a, c'est que dans des catégories données, il faut qu'il y ait une même proportion au niveau salarial. Et au niveau de traitement, parce que si on voit des différences salaire, de 25%... Salaire, augmentation, retour de congé maternité, etc. Tout ce qui joue sur la discrimination. Et j'imagine que les indicateurs vont jusqu'au niveau des diplômes. À diplôme égal, ça c'est un vrai sujet. Voilà, alors on ne parle pas de diplôme. Parce que les femmes s'en plaignent, ça. Alors on ne parle pas de diplôme, mais on parle vraiment de catégorie. Ça veut dire et c'est aussi tout le travail que l'on fait. C'est-à-dire comment on détermine ces catégories. Ben oui. Parce que les indices de la convention collective ne suffisent pas souvent. Donc il faut refaire des catégories socio-professionnelles en fonction des diplômes ou en fonction du travail qui est réalisé. Vous y croyez? Vous le portez, cet indicateur? Il est utile avant de Je pense qu'il est utile, je pense qu'il est perfectible. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des choses qui ne vont pas. Les 10 personnes les mieux rémunérées, j'ai eu le cas, 90% de femmes, 90% de personnes les mieux rémunérées dans les 10 personnes les mieux rémunérées, ce qui paraît logique. 9 femmes et un homme, indice 0, cette partie 0, parce qu'en fin de compte, il n'y avait pas l'égalité. Incroyable. Et la même chose chez les hommes. Alors c'est vrai que cette égalité, c'est un peu les petites problématiques que l'on rencontre. Bon, il faut travailler évidemment sur cet indicateur, en tout cas sur sa technologie, la manière dont il calcule. Merci Jean-Marc Morel d'être venu nous rendre visite. Expert comptable associé cabinet RSM, vous avez compris que son cabinet, 1200 collaborateurs, il était en règle. Il n'y aura pas de pénalité, c'est important de l'entendre. Bah oui, c'est important parce que vous accompagnez les entreprises, en tout cas vous les conseillez. Le droit, parce que l'expertise comptable touche et frôle le droit. C'est Smart et Réglo, c'est notre rubrique quotidienne autour bien de ceux qui changent de contrat et renégocient un nouveau contrat. C'est évidemment un sujet sensible. Les experts comptables et les avocats s'adorent, tout le monde le sait. C'est tout de suite. Smart et Réglo, notre focus juridique. Chaque jour, un éclairage avec un expert juridique ou un avocat ou une avocate. Lise Leborg, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate en droit du travail et en droit social. Changement d'entreprise. Comment bien négocier son contrat? D'abord, il y a quelques préalables dont vous vouliez nous parler. Il faut faire quelques préalables avant de partir comme ça, la fleur au fusil. Alors évidemment, quand on souhaite changer d'employeur, déjà la première question à se poser, c'est est-ce que je suis libre de le faire? Et donc il y a des clauses effectivement qui permettent à l'employeur de restreindre la possibilité de départ de son salarié. Elles sont assez connues concernant les restrictions liées à la non-concurrence. De nombreux salariés y sont soumis. Et il y a une autre clause qui est moins connue, qui est la clause de dédiformation. C'est le cas lorsqu'un employeur a payé une formation plus cher que ses obligations légales, par exemple à envoyer un salarié faire un MBA, un master à l'étranger. Et donc, en cas de départ du salarié dans un certain délai, le salarié va devoir rembourser. Voilà. Donc ça, c'est les deux principales pénalités financières qu'il faut vérifier avant d'envisager un départ. Est-ce que je suis arrivé au bout de ma clause de dédiformation? C'est surtout le cas pour les postes à haute responsabilité, type pilote d'avion, avec une haute technicité, qui ont souvent ce type de clause, ou plus couramment les clauses de non-concurrence, même si, évidemment, on peut souvent se rendre compte que la clause de non-concurrence a été stipulée à des fins plus dissuasives que juridiques, et que quand on analyse ces conditions, en fait, elle n'est pas valide. Elle n'est pas validée. C'est-à-dire que même si on a cette clause, en général, l'entreprise vous libère. C'est-à-dire qu'il ne nous libère pas. On a le salarié pense qu'il est lié, et en fait, en analysant avec un professionnel sa clause, on se rend compte soit qu'elle n'est pas limitée dans le temps, ce qui est interdit, pas limitée dans l'espace, ou beaucoup trop large, type l'Europe entière, et donc ça l'empêche d'exercer sa liberté de travailler, ou alors que la contrepartie financière est dérisoire. Et dans ce cas, on peut demander soit la réduction de la clause, du type une clause de 18 mois qui serait réduite à 6 mois, donc ça permet d'envisager son embauche plus sereinement, voire l'annulation de la clause si elle ne répond pas aux impératifs. On va évoquer le statut du dirigeant. Enfin, je suis dirigeant, je change et je redeviens dirigeant, mais je suis vraiment en concurrence avec l'entreprise dans laquelle je vais. Ça se négocie de gré à gré, c'est de la négo avec l'entreprise que je quitte et qui est réellement concurrente?
Comment on fait là? Qu'est-ce que dit l'avocat? Alors, en principe, déjà, on attend de voir ce que souhaite faire le précédent employeur, puisqu'il peut très bien lever la clause parce qu'il n'a pas envie de verser la contrepartie financière. D'autant plus quand on a des salaires élevés avec une contrepartie financière type 70%, 90% pendant 12 mois. Le précédent employeur, surtout dans le contexte actuel de restrictions budgétaires, peut se dire, bon, moi, je ne vais pas me mettre ce coût supplémentaire. Donc, il lève la clause. Il lève la clause de lui-même. Là, il n'y a pas de sujet. En revanche, si la clause s'applique, effectivement, on va rentrer dans une négociation et sinon dans un contentieux. Puisque si l'employeur refuse de la lever et que le salarié part tout de même à la concurrence, eh bien là, l'employeur, 1, va évidemment cesser de verser la contrepartie financière, 2, peut agir en référé devant le conseil de prud'homme, ce qui peut être assez embêtant pour une personne physique de se retrouver en litige avec son ancien employeur et donc de supporter les coûts. Et en plus, ça fait des coûts qui sont conséquents avec une inégalité des armes et potentiellement une action au fond également devant le conseil de prud'homme, voire l'ancien employeur peut agir contre le nouvel employeur en concurrence déloyale, ce qui là crée un magma qui peut même conduire à la rupture du nouveau contrat par le nouvel employeur. À la fin, il n'a plus rien. En disant, bon, là, il y a une rupture de loyauté, vous n'avez pas prévenu de cette clause de non-concurrence. Voilà. Donc l'avocat, effectivement, quand un salarié vient le voir, le premier conseil, c'est déjà d'être clair vis-à-vis de son nouvel employeur. Normal. Pour être en parfaite transparence et assumer les risques ensemble. Oui, parce que le risque, c'est que ce salarié perde des deux côtés. Les deux côtés, exactement. Et en plus, soit condamné vers son ancien employeur. Et donc, il faut donc de la loyauté aussi et de la transparence. J'arrive en tant que dirigeant. Là, je suis dirigeant. Quel statut je choisis? Alors là, c'est du conseil juridique. Mandataire, salarié, qu'est-ce qui est le plus avantageux? Qu'est-ce qui m'arrange? Comment on fait là? Alors là, en général, en dirigeant, on peut être en position de force pour négocier puisqu'on est à un poste clé. La société peut vous proposer un contrat de travail, ce qui implique un lien de subordination. Ça veut dire que vous ne serez pas typiquement le PDG. Mais ça peut vous intéresser parce que vous allez cotiser à Pôle emploi notamment et avoir la sécurité du Code du travail avec un préavis en cas de rupture, une indemnité de licenciement. En revanche, si on vous propose un mandat, il faut faire attention. Est-ce qu'il y aura des délégations de pouvoir, ce qui est possible aussi avec un contrat de travail? Et surtout, quelles seront les assurances qu'on va mettre en place autour pour vous protéger tout de même? C'est-à-dire qu'un dirigeant auquel on refuse le statut de salarié, on doit ou on peut tout de même lui proposer une assurance privée par exemple rupture. Alors un parachute en cas de rupture du contrat, mais aussi ce qu'on appelle la GSC, une assurance privée en cas de rupture du contrat de travail. On cotise en cas de voilà. C'est tous ces éléments qu'il faut négocier pour rester souple et évidemment rentrer dans la structure à la position tout de même qu'on nous propose, mais en tout cas prévoir des alternatives pour qu'on soit gagnant-gagnant. Qui rédige le contrat? Parce que c'est une question importante. Il faut qu'il soit visé et j'imagine extrêmement regardé, analysé par les conseils. Là. Tous les mots sont pesés en général dans ce genre de contrat. Alors très souvent, en France, on n'a pas la culture de la négociation du contrat de travail. On le reçoit en PDF. On le prend tel quel. Par écrit, c'est compliqué de faire un markup quand on ne reçoit pas un Word. On sent d'ailleurs que ce n'est pas vraiment ce qui est désiré. Ce qu'on demande, c'est signer en bas. Et surtout pas le lire. Hein. On n'a pas la culture de la négociation du contrat. En revanche, ce qu'il rédige, c'est souvent les services juridiques ou l'avocat de l'employeur. Ce qu'on voit en revanche de plus en plus dans les startups, c'est des startups qui demandent à leurs futurs employés de fournir un draft. Parce que dans un économie de coût, alors ça c'est vraiment une pratique à bannir puisque dans ce cas on se retrouve avec des contrats de travail qui ne sont pas conformes ni pour l'employeur ni pour le salarié. Éclairez-nous un draft, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est une sorte de cadre, mais voilà, c'est pas précis. Vous nous faites le premier contrat parce que vous êtes dans nos premiers salariés, on n'a pas vraiment l'habitude, donc ça va montrer que vous êtes quelqu'un qui est entreprenant, prenez des initiatives, faites-nous le premier contrat. En plus ça renverse l'obligation puisque c'est au salarié le salarié qui va devoir prendre conseil. Incroyable ça. Donc ça c'est une pratique qui est à bannir selon moi. Et puis l'autre pratique qu'on constate également, c'est les sociétés et les salariés qui ne font plus vraiment la différence entre le contrat de travail et le statut de freelance auto-entrepreneur. C'est vrai. Et l'idée, c'est de dire, on va commencer par un statut d'auto-entrepreneur, et puis si ça se passe bien, on passera en CDI. Et là, souvent, les parties ne se rendent pas compte du risque qu'elles prennent, notamment pour l'entreprise en termes pénal, travail dissimulé, fraude aux URSSAF. C'est considéré comme un vrai CDI, mais avec un statut d'auto-entrepreneur. Voilà, et lui, le salarié de son côté, il y a une incompréhension. Il pense qu'il est soumis au droit du travail. Mais il l'est pas. Pas du tout, il se retrouve indépendant. Alors, c'est des formes, en plus, c'est une forme de travail qui n'est pas définie par le code. Très flou. Il y a un observatoire du travail indépendant qui s'est créé, mais pour l'instant, il n'y a pas de définition dans le Code du travail. Et donc, c'est aussi des questions qu'il faut se poser au début. Est-ce que je suis vraiment salarié? Est-ce qu'il y a eu une déclaration préalable à l'embauche? Voilà, et que les choses soient claires dès le départ. Donc, vous dites qu'il y a un petit peu comme ça cette vague du start-upper, une entreprise qui va vite, j'ai pas le temps de faire de la paperasse, débrouille-toi, fais-moi le contrat de travail sur un coin de table, on s'organise comme ça. Ça, c'est très dangereux.
C'est dangereux, en fait, voilà, au début, de C'est ne pas pas carré. avoir une vision claire. Alors, on peut le comprendre, puisque les startups, parfois, commencent à 2-3, ils ne sont pas juristes. Donc, c'est aussi quelque vrai. chose qui se comprend. Mais effectivement, il faut très vite revenir là-dessus. Même si on a commencé par une erreur, on peut faire un mini-audit et voir, là, on s'y est mal pris. On repart sur un contrat de travail avec une reprise d'ancienneté et on met tout au carré. Donc moi je note, Lise Leborgne, quand même 2 choses, ce que vous venez de dire à la fin, et puis surtout lisez vos contrats de travail. Et donc vous le disiez, d'un point de vue juridique, on peut le faire annoter, on peut l'imprimer et annoter les éléments de modification. On est d'accord, ça Oui, c'est vous possible. faites un mail avec Le récap. et puis c'est la personne qui le rédige, qui le modifie. Mais en tout cas, vous n'avez aucune obligation de signer ce Tel PDF quel. que vous venez de recevoir. Oui, parce qu'il n'y a aucune négociation qui a été engagée. On le reçoit effectivement, on le prend dans le visage et en général, il faut le rendre par retour de mail en général. Ce qui est vrai. Alors après, il y a un rapport de force qui est inversé. Eh Si ouais. on a envie de rejoindre l'entreprise, On dit rien. on dit le moins de choses possible, mais on peut, s'il y a un accord sur, comme on dit, la chose et le prix, on peut comprendre qu'on le signe, mais tout de même, une petite relecture, au moins pour être conscient et savoir les faiblesses du contrat. Je note ce conseil précieusement. Merci Lise Leborgne, avocate en droit du travail et en droit social. Merci d'être venue sur notre plateau, sur ces questions qui sont souvent stratégiques et qu'on néglige d'ailleurs. On les néglige parce qu'on est tellement heureux de rentrer dans une nouvelle entreprise qu'on néglige ce genre de sujet. Merci. Je ne sais pas si vous êtes concerné, mais je suis sûr que oui, ça touche tous les citoyens, c'est le changement d'heure. On se dit, oh là là, samedi, alors attends, il sera quelle heure? 2h du matin, 3h du matin. C'est un sujet de pause café, c'est un sujet donc pour Fanny Griesmer. Qu'est-ce que ça modifie chez les salariés? On s'engueule un peu plus, on est un peu plus agacé, on est un peu plus fatigué. Peut-être, on en parle tout de suite, c'est la pause café. Fanny Griesmer, elle est en colère parce que j'ai annoncé qu'on parlait de changement d'heure, encore qu'on n'est pas très très éloigné du changement d'heure parce que c'est un prétexte. C'est vrai que vous allez changer d'heure, nous allons changer d'heure là. Ah oui, on est obligé. Samedi à dimanche, on n'a pas le choix. Alors il faut rejoindre cette petite île au large de la Bretagne qui refuse le changement. Ah là 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 Je là. ne me souviens plus Petite île au large de la Bretagne. On fera des recherches, ça ne va pas être très compliqué à trouver cette petite île. Vous parlez du couvre-feu, du sommeil, et qui est quand même malgré tout intimement lié à ces changements d'horaire. On dort plus pareil depuis qu'on est confiné en couvre-feu. Bon, déjà, il faut savoir que le changement d'heure, là, c'est pour bientôt dans la nuit de samedi à dimanche, pour être précise. On passe à l'heure d'été, alors histoire de remettre les pendules à l'heure. On m'a beaucoup posé la question là dernièrement. Je vous rappelle qu'à 2h du matin, il sera automatiquement 3h. Donc, on perd cette nuit-là et cette nuit-là seulement 1 heure de sommeil, mais la bonne nouvelle, c'est que l'on gagnera 1 heure de lumière naturelle en fin de journée. C'est plutôt appréciable, mais c'est vrai que ce changement d'heure n'est pas sans conséquence. Clairement. Il a tendance à perturber notre sommeil. Il y en a qui ont beaucoup de mal à se recaler et se sentent vraiment très perturbés plusieurs nuits avec des insomnies souvent. Donc, c'est à lui que j'ai décidé de m'intéresser aujourd'hui. Ce sommeil capital pour notre santé et aussi sur notre efficacité au travail. Alors, dormir à point fermé, c'est vrai que c'est un sujet de psy, parce qu'on va souvent voir le médecin, parce qu'on ne dort plus. C'est souvent un rêve lointain. Beaucoup de Français, beaucoup de salariés ont un mal fou à dormir, c'est ce qu'on lit. Depuis 1 an, les différents confinements, le climat anxiogène qui règne, les restrictions, les incertitudes sur l'avenir n'ont pas aidé les Français à dormir sur leurs 2 oreilles, bien au contraire. D'après une enquête Opinionway pour l'Institut national du sommeil et de la vigilance et la MGEN, les Français dorment plus, mais pourtant, ils se sentent plus fatigués. C'est une fatigue mentale en réalité. 6h41 de sommeil en semaine, 7h33 le week-end. Ce sont des moyennes établies pour l'année 2020. C'est pas beaucoup. Alors, notre temps, oui, ça semble assez peu. Notre temps de sommeil est à la hausse par rapport aux années précédentes. C'est une bonne nouvelle et c'est une première depuis presque 20 ans. On dort plus, effectivement. On en parlait la dernière fois, puisque notamment, on a économisé en télétravail ce temps de trajet. C'est vrai. Vous disiez tout à l'heure qu'on avait un problème de sommeil, notamment dans ces restrictions sanitaires. C'est quoi? On est impacté mentalement, c'est ça en fait? On est touché, quoi. C'est une fatigue mentale qui impacte réellement le sommeil, puisque l'étude montre que, surtout au premier confinement, près de 70% des Français auraient souffert de troubles du sommeil, chiffre qui a baissé lors du second confinement pour s'établir tout de même à 45% des Français. Je ne sais pas si vous avez bien dormi, vous, pendant les confinements. Moi, j'ai très bien dormi personnellement, donc je ne me sens pas concernée. Ouais. Et globalement, je dors plutôt bien. Vraiment à point fermé. Vous voyez, ça c'est une excellente information qu'il faut garder précieusement. Sur Smart Job, on sait que Fanny Griesmer dort bien. Ça c'est très bien. Il y a quand même le télétravail qui joue beaucoup parce que... Attendez, je tenais à vous dire quand même, parce que vous aimez bien les nouveaux mots. J'adore les nouveaux mots. Voilà. On appelle ça, avec ces 70%, et globalement,
des Français qui sont de plus en plus nombreux à souffrir Mal dormir. d'insomnie liée au contexte actuel que l'on vit. On appelle ça la coronasomnie. Coronavirus, insomnie, coronasomnie. C'est pas la bière, hein, on est bien d'accord. Non. Le télétravail joue évidemment Télétravail, dans tout ça quand j'en même. parlais. On est Le d'accord. fameux télétravail qui a littéralement bousculé nos repères, notre rythme. Et notre rythme, forcément, ça perturbe notre sommeil. Le Bien sûr. premier facteur, la sédentarité, avec le manque d'activité physique. C'est Évidemment. lui qui nous permet aussi d'être plus fatigués le soir et de nous endormir paisiblement. Il y a aussi cette frontière très difficile à tracer entre la vie professionnelle et la vie privée. Et puisque l'on économise le temps de trajet, j'en parlais, qu'on avait en temps normal pour aller au travail, on a tendance à se lever plus tard, mais aussi à se coucher plus tard. C'est vrai. Donc on dérègle en quelque sorte notre rythme et notre horloge biologique. Et il le sera encore plus avec ce changement d'heure. Hein. Oui, L'horloge ça ne va biologique. clairement pas aider parce qu'on met effectivement plusieurs jours. Et puis Fanny, À s'en remettre. il y a un élément clé et fort, mais qui était Oula. vrai avant le Covid, mais qui Oui. est encore plus vrai, c'est les écrans qui nous bouffent le cerveau. Oui, parce qu'en télétravail, c'est vrai qu'on passe Ah oui. de plus en plus de temps devant nos écrans. On pense à nos visios, notamment. Et il faut savoir que ces écrans produisent une lumière bleue qui perturbe la mélatonine, qui est la fameuse hormone du sommeil. Bref, on n'est clairement pas dans les meilleures dispositions quand il s'agit de retrouver les bras de Morphée. D'ailleurs, on a cette tendance à repousser de plus en plus l'heure d'aller se coucher. Cela porte un nom, là encore. Ça va vous faire sourire, je le sais, Arnaud. On appelle cela, petit lien avec la chronique d'hier, le syndrome de procrastination voilà. du coucher par vengeance. Nous y sommes. En d'autres mots, et même plusieurs, c'est cette manie de repousser l'heure d'aller se coucher malgré la fatigue, en se passionnant pour des choses qui ne sont pas réellement passionnantes, des choses qui clairement pourraient attendre le lendemain, voire le surlendemain. Mais qu'on fait parce que. Comme par exemple errer sur les réseaux sociaux. On regarde une vidéo, on envoie des petits messages et puis d'une vidéo vient une autre vidéo. Un moyen, L'errance paraît-il, une errance numérique pour tuer le temps, j'ai envie de vous dire quelque part, mais c'est aussi un moyen de repousser ses angoisses, de reprendre un petit peu en fait le contrôle sur nos vies qui semblent nous échapper et puis s'accorder aussi un petit temps de répit parce que c'est vrai qu'on se lève, on reste chez soi, on travaille. Il n'y a pas de coupure. On dîne et on va se coucher. Donc finalement, on a l'impression que notre vie nous échappe. Et la procrastination à l'heure du coucher nous vengerait donc de ne pas avoir pu profiter du temps pour soi en journée. Un syndrome, bien sûr, qui n'est pas sans conséquence sur notre sommeil. Parce que forcément, on se lève très fatigué le matin. En quelques mots, le sommeil et ce manque de sommeil, ça a quand même des conséquences. Des risques majeurs sur notre santé physique et mentale, risque de diabète, d'obésité, d'anxiété, de dépression, d'irritabilité. Et au bureau comme en télétravail, qui dort mal, travaille mal ou en tout cas moins bien, une carence de nos heures de sommeil qui peut entraîner une baisse de notre créativité, oui, de nos capacités décisionnelles, mais aussi des troubles de la mémoire, de l'attention, des risques d'erreur et même d'accidents. Il faut être vigilant et je ne vais pas vous laisser ensemble. Olivier Véran, alors il fait quoi lui Moi, je ne vais pas vous donner des conseils aujourd'hui. Non, mais c'est le ministre. Les petits conseils, ou en tout cas les petites astuces d'Olivier Véran pour réussir à gérer des longues journées et de toutes petites nuits. On imagine que c'est un petit peu le cas en ce moment. Le ministre de la Santé qui s'est livré dans les colonnes du magazine Elle. Sa recette, des cafés, du cola sans sucre, de la méditation et une fois par semaine, 1 heure de boxe et une micro-sieste de 20 minutes. Vive la boxe et la méditation. Et oui. Merci Fanny. Tout de suite, c'est le cercle RH avec nos experts. On va s'intéresser justement un peu d'une manière incidente à la vaccination et au ministre de la Santé et à son hygiène de vie. Où va-t-on? Que fait-on? Le président de la République s'est exprimé hier soir à 22h30, assumant ses choix. On en parle. Évidemment, tout cela a une incidence dans nos vies quotidiennes, les vies des salariés. On en parle avec nos experts. C'est tout de suite après cette courte pause. Le cercle RH du vendredi avec nos expertes et experts. Là, j'utilise l'écriture inclusive. Voilà, c'est Fanny Griesmer qui me pousse. Avec mes invités, on va ausculter l'actualité. Évidemment, elle a des incidences pour vous, qui êtes chef d'entreprise ou salarié. Valérie Oanessian, merci d'être avec nous, fondatrice de Femia Conseil et administratrice de la Fondation
Concorde. C'est un plaisir de vous accueillir. Aude de Castet est à mes côtés, vice-présidente du think tank Démocratie Vivante. Vous êtes déjà venues toutes les deux assez régulièrement. Vous faites partie de ce cercle très fermé des expertes de Smart Job. Et puis André Coupé, merci de revenir sur le plateau. Vous êtes consultant en stratégie d'entreprise et auteur de ce livre qu'on avait présenté et qu'on va représenter, Vers une entreprise progressiste, aux éditions Paris-Québec INC. Voilà, vous avez pris votre destin en main et vous avez dit, moi je vais essayer de raconter ce que c'est que diriger une entreprise. C'est pas uniquement de faire des gains, parce que c'est une des missions de l'entreprise, mais c'est aussi de tout ce qui est autour de l'entreprise, et vous le racontez, et vous en êtes un militant. On fera le point avec vous dans quelques instants. D'abord, cette petite phrase du président Macron, parce que celle-ci, elle est intéressante. Tout le monde était au lit pour certains, enfin en tout cas c'était mon cas, et puis soudain, on nous dit, le président parle, 22h30, patatras, je me lève, j'allume la télévision, regardez ce qu'il a dit. Voilà, on a eu tort de manquer d'ambition. J'allais dire des folies de dire que c'est possible, on y va, on est trop rationnel, peut-être. Voilà, ça c'est Emmanuel Macron qui il dit, ensuite vous allez voir dans la phrase qui suit, on assume et j'assume totalement ma stratégie vaccinale, parce que ce n'est pas la phrase que je voulais vous lire en premier. Mais mon effet a été réussi tout de même. Comment vous regardez cette idée forte d'un président qui, dans une tempête terrible, je trouve que ça se modélise pas mal avec un chef d'entreprise, avec un patron d'entreprise. Vous êtes d'accord ? Oui. C'est-à-dire, voilà, ça bombarde de partout, l'entreprise est vraiment déstabilisée, puis il y a le président qui prend la parole à 22h30, qui dit « ma stratégie, je l'assume Oui. ». Il garde le cap. Il garde le cap. Oui. Quel que soit. Moi, On est toujours dans le d'accord. primat du politique, me semble-t-il, avec son choix assumé Dangereux, peut-être ? qui date du 29 janvier, où il a décidé contre toute attente qu'il n'allait pas reconfiner. Et en fait, par là même, il a bien montré, encore une fois, le primat du politique contre ce qu'on pourrait appeler la politique de la grimace. C'est ainsi que Pascal nommait la politique de la grimace quand un gouvernement était dicté par un des corps. Donc, par exemple... Les médecins. Les médecins. Voilà, Alors, ça ne veut pas dire, attention, pas de contresens, qu'il ne faut pas écouter les différents corps. Mais en revanche, c'est le politique qui décide, qui tranche et qui donne le cap. Valérie Anessian, vous n'êtes pas d'accord ? C'est-à-dire que moi aussi... Il tient le cap, Non, mais moi aussi, quoi qu'il arrive. Non, il s'adapte. moi aussi, je dormais, et quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, je rêve. Quelle est la stratégie vaccinale ? Tiens, il y a une stratégie vaccinale, je ne l'avais pas vue. Et je pense qu'on est quelques millions de Français à avoir souri en entendant cette phrase, non pas parce qu'elle aurait été décalée par rapport à quelqu'un qui assume au milieu de la tempête, ça c'est très bien, mais parce qu'elle sous-entend, et c'est ça le message implicite, qui est quand même le plus important, qu'il y a une stratégie vaccinale. Or, tout ce qui a été Vous la décidé... contestez, visiblement. Mais je ne la conteste pas, parce que pour la contester, encore eût-il fallu qu'elle existât. Il n'y a pas de stratégie vaccinale. On change de vaccin comme de chemise et de stratégie, donc il n'y en a pas. C'est les moins de 55, c'est les plus. Là, c'est un peu tout le monde. C'est un peu tout le monde. Et encore maintenant, on entend dire que la deuxième injection d'AstraZeneca, c'est même pas pour ceux qui l'ont déjà eu et qui ont moins de 55 ans. Où est la stratégie vaccinale de ce gouvernement ? André Coupé, un mot, parce qu'on verra la phrase que je voulais vous montrer, sur le fait que j'assume cette stratégie, quoi qu'il arrive, je suis le patron. Voilà. C'est comme un patron d'entreprise. Il y a beaucoup de sérénité et d'honnêteté dans ce propos, mais quand même, c'est le résultat d'une approche un peu désemparée au fil du temps. Tous les responsables politiques de la planète ont été pris de court, sont désemparés par cette pandémie. Regardez même Madame Merkel, qui est une personne extrêmement solide, fait son acte de contrition Qui s'excuse. en public. Bon, je pense que c'est un problème international absolument démentiel. On est sur une chaîne économique d'entreprise. Exact. On connaît bien ce que c'est que le design thinking, où on expérimente quelque chose, on avance, on fait un relevé d'expérimentation, on en déduit des enseignements et on s'adapte. Et en fait, avec cette dictature du virus, on est en design thinking perpétuel et au niveau mondial. Chaque jour, on doit dessiner. De le préciser, c'est-à-dire que ça n'est pas propre à notre gouvernement en tant que tel. Voilà. Regardez la phrase d'Emmanuel Macron, puis effectivement, Angela Merkel s'excuse auprès des Allemands pour ce qu'elle fait, mais nous avons eu raison de ne pas reconfiner la France parce qu'il n'y a pas eu l'explosion qui était prévue par tous les modèles. Ça se discute quand on voit les chiffres aujourd'hui. Je n'ai aucun mea culpa à faire, aucun remords, aucun constat d'échec. Je vous pose la question parce que là, nous regardent des chefs d'entreprise qui aimeraient bien faire un peu de perspective, de prospective, de bâtir une stratégie, de se dire
on est un peu dans le flou. Et on a quand même un président qui fait quoi, qui prend son risque. Il y a une forme de je prends mon risque, je prends un risque. Et je l'assume, non? Je ne vois pas du tout où est la prise de risque. L'honnêteté aurait été de dire... Contre les chiffres, il joue contre les chiffres. Tâtonner. La vérité, c'est que la seule stratégie possible, c'est de vacciner le maximum de monde en un minimum de temps. C'est la seule chose qui peut permettre aux anticipations économiques d'être positives, aux investisseurs de commencer à investir, aux épargnants d'arrêter de thésauriser par précaution. Presque 200 milliards. Et tant qu'on n'aura pas de vraies perspectives solides, eh bien, on sera dans ces mouvements erratiques. Et ce n'est pas la parole présidentielle qui peut mettre de l'ordre là où il n'y en a André pas. Coupet, Aude de Castres, qu'est-ce que vous en pensez? À la décharge des responsables politiques, il faut remarquer qu'ils sont soumis aux aléas du Big Pharma, Bien sûr. qui est dominé par deux grandes caractéristiques, la culture du secret, d'une part, et deux, le résultat final pour l'actionnaire. Évidemment. Hein, donc Avec la question posée sur la liberté des brevets, l'idée qu'on lève ces brevets et puis que ces vaccins puissent être faits sans brevet, enfin en tout cas sans argent qui circule et évidemment sans résultat, parce qu'il y a des entreprises qui gagnent très bien leur vie avec les vaccins là. absolument. Moderna, à $40 du vaccin, vous savez, ça va... Donc il y a la culture du secret des entreprises, la pression des blouses blanches, la pression de l'opinion et de l'économie qui dit « Attendons, Monsieur le Président, si vous lâchez et que vous fermez les écoles, l'économie s'effondre. » Oui. Alors ça, c'est encore un autre sujet. C'est implicite. C'est un autre sujet. Ça, c'est vraiment un choix politique. Et oui, mais économique aussi. C'est un choix politique, c'est de se dire au maximum, Oui. nous laisserons les écoles ouvertes parce que nous voulons que nos enfants Bien aient une sûr. éducation. Et ça, en France, on est assez unique dans le genre à ce point-là. Hein. On est vraiment... c'est un choix politique. Maintenant, on est tous d'accord, en fait, tant qu'on ne sera pas vacciné à 70%, disent certains médecins de la population, on ne sera pas tranquille. Chaque semaine de retard de la vaccination coûte 3 milliards d'euros. Oui, mais tout le monde est clair. bien d'accord. En fait, la stratégie, c'est vaccinons au maximum. Enfin, je veux dire, le président de la République l'a même rappelé. Il a dit il n'y aura pas de jour férié. Il y aura pas de jour C'est très férié. récent. Hein. Ça, à mon avis, c'est plus fort que j'assume. Ça, c'est Le coup d'accélérateur, juste Aude de Castres, c'est l'Europe, parce que c'est intéressant, on va basculer sur les entreprises à mission, sur les chefs d'entreprise, ceux qui décident de changer, de transformer le monde. Beaucoup jettent la pierre à l'Europe. C'est vrai qu'encore ce matin, un invité de l'Assemblée nationale disait mais c'est l'échec de l'Europe qui n'a pas su s'unir, travailler la main dans la main. Est-ce qu'on fait du patriotisme en disant c'est toujours la faute des autres? C'est l'Europe? Qu'est-ce qu'on dit? Oui, puis on est très content d'avoir l'Europe quand il s'agit de réagir efficacement et rapidement d'un point de vue économique. Hein. N'oublions pas que grâce à l'Europe, nous avons pu La Banque centrale. Exactement. D'accord. Nous avons pu déployer un bouclier d'aide publique Colossal. inégalé pour nos entreprises, C'est vrai. et nos ménages. N'oublions pas que même à l'échelle mondiale, rendez-vous compte, eh bien, nous avons le mieux maintenu le pouvoir d'achat moyen de nos concitoyens. Ça, c'est inédit. Ça, c'est grâce à l'Europe. L'Europe, elle est pointée du doigt pour son inefficience en matière vaccinale. Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans ce qu'on est en train de vivre, c'est la non-juxtaposition entre des concepts politiques comme celui de souveraineté ou de patriotisme économique et ce découpage de la chaîne de valeur économique qui rend très très difficile ce concept. J'entends par là que même les Anglais, avec AstraZeneca, sont dépendants de l'Europe pour leurs vaccins, puisqu'ils ont une molécule essentielle pour fabriquer leurs vaccins qui est aujourd'hui fabriquée aux Pays-Bas. Donc, ce que ça montre, c'est que ce découpage de la chaîne de valeur est tellement en petits morceaux que ça crée des interdépendances qui rendent ces concepts de souveraineté, vus sous un angle un petit peu rapide et simpliste, totalement inopérants. Et je crois que c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'imaginer des choses qui aujourd'hui sont totalement irréalistes, de rapatrier complètement 100% d'une production sans être dépendant de Ça avait été évoqué il y a quelques mois, ça. Voilà. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut mieux raisonner plutôt en termes de souveraineté, en termes de contrôle des risques, de maîtrise et de système de gouvernance, parce qu'on voit qu'on est tous solidaires les uns des autres, qu'on soit dans l'Europe ou à l'extérieur. C'est la grande leçon. Comprendre comment on peut contrôler nos risques en matière économique et mettre en place des outils de gouvernance. Juste, André Coupet, on n'a pas de boule de cristal et c'est vrai que les Français aimeraient bien, les chefs d'entreprise, les patrons, ceux qui aimeraient anticiper, parce que c'est aussi le propre d'une entreprise que d'anticiper un marché, de sentir comment les choses vont bouger. Là, c'est le flou absolu. Vous avez en tout cas une conviction, c'est que les entreprises peuvent transformer le monde. Quelles entreprises? Lesquelles? Toutes
Absolument. Bon. De la petite entreprise à la très grande, et en commençant par même le Big Pharma, il serait temps de les rassembler et de se donner une raison d'être commune, centrée sur l'accessibilité. Ce qui n'est pas le cas du tout quand on voit les prix farfelus d'un certain nombre de produits. On devrait remettre les compteurs. Donc on est d'accord que les entreprises ont du chemin à faire, on est d'accord. Oui. De la route. Comment on change le monde de Castet? Parce qu'on est déjà, c'est là où la difficulté politique est à 1 an d'une présidentielle, il faut le préciser, on est en train de se plonger dans le plan de relance. Déjà, on réfléchit à la relance alors qu'on est encore, je dirais, dans les marais brumeux. Comment on fait là? Comment on invente ça? Alors ça reste un casse-tête, même pour les entreprises. Oui, mais ce qu'il faut dire, vous parliez des entreprises qui se réformaient, qui se transformaient. Il faut dire que la pandémie n'a rien arrêté de cette transformation, curieusement, parce que l'économie a été mise sous cloche. Mais en revanche, exactement. En revanche, les tendances étaient à l'œuvre. Les entreprises réfléchissaient sur elles-mêmes. Elles se rendaient compte qu'elles n'étaient pas qu'une seule partie prenante actionnariale. Elles n'étaient plus alignées, comme on dit. Elles étaient, il fallait définir déjà ce que c'était que l'entreprise avec ses différentes parties prenantes, avec son déploiement sur les territoires. Et donc ça s'accélère, cette transformation éthique. Plus que ça, c'est-à-dire que c'est inscrit maintenant dans le Code civil. Donc c'est très fort. Grâce à la loi Pacte, on a défini l'entreprise. Alors, quand je dis entreprise, j'y vais un peu fort parce que la notion d'entreprise n'est pas écrite dans notre Code civil, c'est société. Mais la société était définie selon uniquement par rapport à l'intérêt des actionnaires. Aujourd'hui, c'est également... L'extra-financier, c'est ce qui est autour, c'est plus que la marque employeur. L'intérêt social et environnemental. Ça, c'est quand même déjà... Gadget ou pas, Valérie Nessian? Je donne la parole à André Coupé, mais vous le portez, ce projet, vous dites, l'entreprise est pivot et centrale de la transformation. Elle doit avoir une éthique, une vertu en quelque sorte. Oui, mais pas... moi, je suis toujours gênée avec les approches moralisatrices du sujet. C'est beaucoup plus simple en réalité que cela. L'objectif de l'entreprise, c'est de durer. C'est comme n'importe quel être vivant, c'est de durer. Or, aujourd'hui, la notion de pérennité, de résilience, comme on dit aujourd'hui, n'intègre plus que des valeurs ou des critères financiers, mais aussi des critères extra-financiers. Donc, c'est pas simplement pour faire joli ou parce que d'un coup, il y aurait une espèce de prise de conscience de l'entreprise toute seule. On voit bien qu'aujourd'hui, ce sont les fonds et les gérants Danone, qui sont à l'origine de tout ça. Et vous avez évidemment repéré, comme nous tous, cet événement qui fait grand bruit par Euronext, qui est de créer un indice ESG, qui est l'équivalent du CAC 40, parce que aujourd'hui, ça devient complètement consubstantiel à l'entreprise, parce que cette pérennité, cette prise en compte du long terme, prend en compte des critères financiers et extra-financiers de manière inextricable. Excusez-moi, c'est une question philosophique qui est posée sur la table des politiques et de vous, qui êtes dans l'entreprise. Comment on sort de cette crise? Dans quel état? On sauve les emplois? Il y aura assez de travail pour tout le monde? Puisque quand je lis, on aura un auteur juste après là, qui sort un livre, quand on voit les chiffres de la numérisation et de la robotisation, on se dit, mais comment on sort de tout ça là? Comment on en sort? Comment ils en sortent, les salariés, de cette crise? Il y a quand même une très grande angoisse, presque existentielle. Oui, ben à court terme, il faut quand même remettre les moteurs en route. Quand une entreprise a été complètement à l'arrêt, il faut repartir la machine à générer des résultats économiques et financiers. On est d'accord, c'est la base. Le profit est indispensable dans les entreprises à mission. Le profit, c'est l'oxygène. Danone a fait des profits, vous le dites dans votre article. C'est pas un but en soi, mais effectivement, c'est, comme vous dites très bien, c'est l'oxygène. On a besoin d'oxygène pour respirer, mais on ne vit pas pour respirer. Et on n'a pas besoin de 2 fois trop d'oxygène. C'est pareil, le profit, c'est l'oxygène. On a besoin d'oxygène. On remet de l'essence, et ensuite, qu'est-ce qu'on fabrique? Parce que les salariés, là, dans les entreprises, se disent, on accélère la transformation numérique, on robotise, on gagne en compétitivité, tout ça est bien logique, on met de l'essence. Mais les salariés se disent, et moi? Il y a une entreprise que j'aime beaucoup qui s'appelle Bonduel, Christophe. Bien sûr, Bonduel du Nord. Nous existons depuis 150 ans, nous sommes restés des paysans quelque part, et nous préférons faire un petit peu d'argent, mais longtemps. C'est ça. Donc c'est cette question d'horizon. C'est que sur le long terme et même le moyen terme, les entreprises qui sont investies en ESG, en RSE, etc.,
finalement, dépasse la valeur boursière des entreprises qui restent C'est traditionnelles. intéressant, si les valeurs boursières commencent elles-mêmes à se réformer et à intégrer ces La ESG, c'est démonstration. intéressant. Oui, Non, mais là, alors on pourra pas vous parliez de disruption, de robotisation, de nouveaux métiers c'est qui en vont cours. émerger. Il faut savoir que les Français en sont parfaitement conscients. Les salariés, il y a une enquête de ELAB pour l'Institut de l'entreprise il y a 18 mois qui disait que 8 Français sur 10 avaient conscience, 8 salariés sur 10 avaient conscience que dans les 10 prochaines années, Ils n'auraient pas le même métier. exactement, leur Ouais. métier allait être bouleversé. En fait, on a conscience qu'il y a de l'innovation et il faut la favoriser. Elle est saine, il faut la favoriser. Il faut mettre en place des dispositifs et les pouvoirs publics ont toute leur place pour la permettre également, faire confiance à l'entreprise, mais surtout, il faut accompagner les salariés dans ces transformations par la formation, dans ces reconversions par la formation. Et ça, On vit quand même une drôle de Non, période, si je me permets. La difficulté, et qui est source, qui est très anxiogène, c'est qu'on sait tous que ça va se transformer, mais on ne sait pas forcément très bien dans quel sens. Bah oui, Et bah nous oui. parlons des salariés. Vous me permettrez d'intégrer dans cette réflexion les professions libérales, Oui. les avocats eux-mêmes. Ce que je veux dire, c'est que ça dépasse le monde Tous du les salariat. métiers sont impactés. Tous les sûr, métiers, bien sûr. tous Les notaires. les notaires, Mais tous évidemment. les métiers sont impactés. Donc c'est pas simplement une question de salariat. Je suis d'accord. Et tout le monde le sait, tout le monde le ressent, mais on ne sait pas très bien dans quel sens. Et c'est là qu'est un petit peu le déséquilibre et la source d'angoisse pour chacun d'entre nous, en fait. Juste avant de nous quitter, c'est pas un sujet entreprise, mais les salariés sont impactés. On évoquait la fermeture des écoles, qui est un sujet politique, mais qui est aussi un sujet économique, parce que si ces écoles ferment, évidemment, les salariés sont obligés de garder leurs enfants, comme dans le premier confinement. Vers quoi on va, là, selon vous? Parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Qu'est-ce que vous disent les entreprises? Qu'est-ce que vous disent ceux avec qui vous travaillez dans vos réseaux différents? Il y a quoi? Il y a de l'inquiétude, il y a l'envie d'accélérer, il y a envie d'en sortir. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Pour moi, il y a l'envie d'en sortir, clairement. Il y a l'envie d'en sortir, l'espoir de la vaccination. Donc il y a un petit peu de lumière au bout du tunnel, un petit peu. Oui, je pense. Oui, Vous êtes d'accord? absolument. Qu'on Oui, mette il y a un peu l'espoir dans la d'espoir. vaccination, Oui, tout à fait. Et puis on s'adapte, on apprend à vivre avec. On est dans les jours d'avec. Oui, on râle, mais on Ce s'adapte. virus, on s'adapte. Les jours d'avec, ouais, c'est un punchline. Les jours d'avec. Oui, c'est la exactement punchline ça. de Antoine Frérot, Ouais. précisément PDG de Veolia. De Il Veolia. a C'est fait pas le ça. jour d'après, c'est le jour d'avec. C'est les jours d'avec. Ouais. Avant d'imaginer le monde Ouais, d'après. vous rendez à commençons l'auteur la phrase. Toujours, Ouais, Jean c'est important. César. André Coupé, vous qui avez écrit ce livre en vous projetant, en vous disant mais attention, réfléchissez à ce que vous faites, regardez à vos entreprises, aimez un peu vos collaborateurs aussi, parce que ça part aussi de cette bienveillance, de ce regard Bien qu'on sûr. peut apporter. Dans quel état d'esprit vous êtes? Et est-ce que vous êtes optimiste? Parce qu'il y a un petit côté, bon, Valérie Vanessian évoquait la morale, l'idée de, on moralise un peu finalement l'entreprise qui... C'est une vraie question. Est-ce que l'entreprise doit être morale, amorale? C'est un vrai sujet. Pascal de Murger dit qu'elle doit être politique. Politique. On ne saura Moi, plus. Alors, vous, votre... Mon optimisme est modéré. Moi, je pense que mes convictions sont intactes, rassurez-vous. Mais mon optimisme est modéré parce que je regarde des études faites par l'Obsoco ou le Crédoc, etc. Les consommateurs qui actuellement bougent assez bien sur la façon de faire des affaires, sur les produits bio, etc. C'est vrai. Ce courant-là bouge, mais pas non plus d'une façon phénoménale qui fait que tout va changer. Donc ça ne tire pas la consommation D'accord. D'ici 6 mois. Donc moi je pense que les tendances positives que nous avons observées il y a déjà quelques années et qui sont en route vont s'accélérer, mais pas non plus à une vitesse formidable. Vous allez voir qu'on va revenir malheureusement à de vieux comportements. On va se remettre à voyager, on va se remettre... Et pourquoi pas? Je ne suis Non, pas je tout à fait d'accord. Vous êtes pas suis d'un d'accord? optimisme modéré. On est en train de changer ou on n'est pas en train de changer? Bon sang de bonsoir. Je pense nous sommes en train de changer. Je discutais justement des nouveaux comportements des consommateurs par rapport au transport, à l'avion, avec Augustin de Romanet, donc PDG de Aéroport de Paris, qui me disait... Avec 30 000 salariés impactés. Avant la crise, il était de bonne éducation de prendre l'avion pour aller à une réunion à Singapour, à un mariage au Brésil et tout. Maintenant, il est de bonne éducation de faire une visioconférence, de ne pas se déplacer à l'autre bout du monde. L'agriculturel. L'homo economicus, il est en train de changer avec cette crise, c'est ça la question. La crise a introduit une nouvelle culture. Et c'est ça qui est intéressant. Et que ces nouveaux repères culturels C'est passionnant. vont forcément induire des comportements économiques différents. Nous avons eu des prises de conscience collectives. Collective. Vous êtes d'accord? Notre environnement.
Lyon, par exemple. Mon point, c'est que ça va aller dans le bon sens, mais plus modérément qu'on le pense. Ça, c'est une question de vitesse. Plus modérément. Mais ceci étant, il y a des phénomènes qui ont émergé, comme le télétravail, Oui. et qui ont été accélérés de manière impressionnante. Je par pense cette qu'après pandémie. la crise, il n'y aura pas une seule entreprise qui n'aura pas négocié un accord sur le télétravail. Quoi. C'est par exemple. Ça, c'est évident. Par exemple. Alors là, exactement. Par exemple. Les partenaires sociaux, ils ont été à la hauteur depuis le départ, et ça, il faut le souligner. Eh bien, ça Dès sera le mot de la départ, fin. Mais les partenaires sociaux, les accords dans les Dès entreprises. le départ, ils ont appelé à l'union nationale et il y a eu une vitalité du dialogue social avec des accords interprofessionnels nationaux. C'est le Je pense tropisme. Au télétravail, santé au travail aussi en décembre dernier. Le tropisme Donc, d'Aude de Castet. Démocratie vivante, c'est son think tank. Voilà, les syndicats, les partenaires sociaux qui ont souvent été brocardés au niveau national, ça s'est bien passé dans l'entreprise. Merci Valérie Oanessian, administratrice à la Fondation Concorde. Merci d'être venue sur notre plateau. Et puis André Coupet, vous êtes bien un expert et vous sortez ce livre vers une entreprise progressiste et vous vous battez pour en parler, pour présenter ce livre. Il faut faire un tour de France et d'Europe pour en parler de ce livre. Merci. On termine avec un livre, mais ça tombe très bien parce que tous les vendredis on a un livre. On ne va pas être dépaysé avec Sonia Valente. Elle est avec nous. Elle a écrit un livre sur tous ceux qui ne rentrent pas dans les cases, les multipotentiels, tous ceux qui ont plein de potentiel, mais qui finalement, dans cette société très spécialisée, ne trouvent pas leur place. On en parle. Sonia Valente, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, merci. Vous allez bien ? Je ne sais pas si on vous voit encore, mais on va peut-être... Voilà, vous êtes formidable. Sonia, bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre que j'ai trouvé passionnant, « Comment trouver sa place quand on ne rentre dans aucune case ?» Le guide des multipotentiels dans le monde du travail chez Erol. Passionnant. Alors, vous êtes coach. Le début de votre livre se raconte comme une étudiante qui est assise sur un banc en fac de droit, et comme plein d'étudiants, là, tous étaient, qui rêvassent un peu. Puis tout d'un coup, ça vous saute au visage parce que le prof commence à parler de votre orientation. Et là, vous dites, là, c'est un moment sérieux. Parce que, évidemment, c'est un moment cornélien. C'est ce que vous dites. C'est sérieux. On va choisir un peu le chemin de notre vie. Pourquoi avoir choisi de vous focaliser sur ces multipotentiels ? Vous-même, si j'ai bien compris, vous êtes une femme multipotentielle. C'est quoi être multipotentiel ? Oui, alors en fait, j'ai choisi de me focaliser sur ces profils-là parce qu'effectivement, ça part déjà de ma propre expérience, c'est-à-dire que j'ai fait partie de ces profils qui pensaient que pour pouvoir réussir sa vie, sa carrière et être épanoui, il fallait suivre un modèle très linéaire de spécialisation. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout épanouie dans ce modèle-là, dans lequel il faut être enfermé dans une case. Et je me suis surtout rendu compte que j'étais loin d'être la seule. Et du coup, en fait, c'est ça, en fait, avoir un profil multipotentiel, en tout cas dans le monde du travail, c'est justement ne pas vouloir s'enfermer dans une case, c'est avoir une curiosité très développée qui nous pousse à nous intéresser à différents sujets, à développer des savoirs, des compétences très diverses qui font qu'on a du coup pas forcément une spécialisation qui sort du lot, mais des compétences très généralistes. Et donc du coup, en fait, on dénote un peu avec ce modèle de carrière très linéaire et on est plutôt ce que j'aime bien appeler des caméléons du monde du travail, quoi. On aime bien explorer de nouveaux horizons et donc changer d'entreprise ou voire même carrément de métier pour certains. Sonia, juste comment on trouve sa place vraiment ? Parce que vous dites que les Français ont un peu le moral dans les chaussettes. Parmi les 8 pays interrogés, les Français ne sont pas très très contents de leur travail. C'est-à-dire qu'ils vont au boulot, vous le dites, on se fait 8 heures dans une entreprise, il faut le faire. On attend le vendredi et le week-end et puis surtout les grandes vacances. Est-ce que la place que l'on trouve quand on est multipotentiel, pour ceux qui nous regardent, peut-être qu'autour de ce plateau, je suis sûr qu'il y a des multipotentiels, j'en suis intimement convaincu, on la trouve comment ? Dans l'entrepreneuriat, parce que c'est le seul espace finalement où on peut exercer la palette de ses compétences, parce que quand on a une multifonction, vous êtes expert comptable, vous pouvez difficilement exercer votre créativité. C'est vrai que, en tout cas, de par ce que j'ai relevé à travers les témoignages, beaucoup finissent par se tourner par l'entrepreneuriat, puisque le salariat touche vite, atteint certaines limites. Sauf parce que j'entends quand même, il y a certaines entreprises qui développent une culture un peu en mode start-up, avec fondée sur la responsabilisation, l'autonomie. Donc du coup, c'est des entreprises qui vont aussi attirer ces profils-là, qui peuvent s'épanouir dès lors qu'elles ont un plan
en tout cas de carrière, d'évolution de carrière, de développement des compétences assez développées ou qui sont en train aussi de vivre une transformation. Donc là, ce sont des profils qui peuvent s'épanouir puisqu'ils peuvent en tout cas être amenés à réfléchir sur de nouveaux modèles, à comment on va transformer l'entreprise, quelle va être l'après et en parallèle de leur mission. Donc, vous avez vu, Sonia, ça vient faire écho à tout ce qu'on vient de se dire tout à l'heure sur le monde de demain. Écouté, ouais. Voilà, parce que c'est exactement ce dont vous parlez. Moi, je vous lis quand même, c'est la page 27. Vous faites des petits encadrés très didactiques et utiles. Vous dites, le robot Da Vinci a été utilisé par 670 000 opérations chirurgicales, la réparation des hernies, les érectoctomies ou encore l'ablation de l'utérus. Ça veut dire, en un mot, vous êtes en train de nous expliquer quand même ce qu'on évoquait tout à l'heure, robotisation, numérisation. Donc ça veut dire que les salariés ou les entrepreneurs cherchent un peu leur place. Comment on fait là? Comment vous regardez ça? Oui, effectivement. C'est très compliqué parce que du coup, alors pour certaines professions, il faut déjà savoir que la transformation, trouver sa place, peut ne pas forcément dire mon métier va disparaître. Mais par exemple, dans le milieu de la santé, je pense que c'est des techniques aussi des techniques de soins qui sont radicalement transformées. Et donc, la difficulté que rencontrent les salariés, c'est comment est-ce que je m'adapte à ça? Donc, est-ce que je vais trouver ma place avec cette nouvelle technicité, cette nouvelle façon de procéder. Donc, je pense que trouver sa place, malheureusement, c'est s'adapter aujourd'hui. C'est réussir à s'adapter, c'est réussir aussi à se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis à l'aise avec la culture de l'entreprise, la façon dont les choses se passent? Donc, il y a une dimension à la fois introspective et une dimension aussi organisationnelle où il va falloir être adaptable. Agile, c'est le mot qu'on utilise beaucoup. Agile. Mes invités vous écoutent avec beaucoup d'intérêt parce que je suis sûr qu'ils sont multipotentiels, qu'eux aussi ils ont plein de passions. On voit la passion qui les habite. Pour être concret, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis multipotentiel, je renverse la table, je crie, je hurle. Comment je fais pour trouver ma place? Je hurle dans la rue, je suis multipotentiel? Non, je pense qu'il ne faut pas du tout le dire, justement, parce que souvent, ça a une connotation un peu d'instabilité. C'est encore un petit peu... c'est pas une très bonne chose, je pense, de le dire. Mais c'est plutôt d'essayer de comprendre comment est-ce que je fonctionne. Donc, je sais que concrètement, je ne vais pas faire le même métier toute ma vie parce que ce n'est pas adapté à ma façon de voir les choses. Donc, c'est essayer de trouver un peu qu'est-ce qui me motive concrètement, à quoi j'ai envie de contribuer dans le cadre de mon travail. Et essayer de trouver, en fonction parce que ce sont des profils qui ont beaucoup d'idées, essayer de faire un petit peu le tri dans ces idées, de se dire, qu'est-ce qui me motive réellement? On sait qu'aujourd'hui, l'appât financier, c'est pas suffisant pour garder quelqu'un motivé dans la durée. Eh oui. Exactement, donc c'est vraiment essayer de trouver une motivation très personnelle et profonde. Merci Sonia Valente, vous êtes coach, vous avez 30 ans, vous êtes multipotentiel, vous avez écrit ce livre et vous êtes aussi en charge auprès de vos clients en reconversion, c'est-à-dire que vous les accompagnez aussi à ouvrir une nouvelle porte de leur multipotentialité. Vous êtes multipotentiel, on est d'accord? Oui. On est d'accord, J'ai déjà plein d'idées. Voilà, vous vous retrouvez dans ces profils. Totalement. Voilà. Et je pense que le sens que ça donne à tout ça, c'est qu'aujourd'hui, la digitalisation est un obstacle au multipotentiel. Ça redonne de la valeur à la relation, c'est-à-dire à l'appréciation humaine des hommes et des femmes. Oui. C'est bien, vous êtes d'accord sur l'outil numérique qui est en fait finalement porteur de sens. Je vais vous montrer ce livre parce qu'on ne l'a pas montré. Voilà, c'est le livre de Sonia Valente sur les multipotentiels. C'est sorti chez Erol, c'est passionnant parce qu'à la fois c'est un peu philosophique et très concret et très didactique. Ça, c'est le livre de Sonia Valente. Il vient de sortir, édition Erol. Merci à vous trois, mesdames multipotentielles, et merci André Coupé, lui aussi multipotentiel. C'était un plaisir. Merci à Fanny Griesmer, merci à toute l'équipe, à Pauline Gratel, merci à Romain Luc à la réalisation, merci à Justine pour le son, merci à Valentin de nous avoir accompagnés toute cette semaine. C'est un plaisir. Je serai là lundi, enfin j'espère. Portez-vous bien d'ici là. Prenez soin de vous. Bye bye.